Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins boivent tous les jours leur vie comme une eau de vie, en compagnie d'Antoine Ravon, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi et Tristan Grenassien. À la réalisation de 20 trembleurs comme une flamme, Nicolas Berger cette semaine. À la lecture ivre d'avoir bu tout l'univers, Georges Claes. Avec aujourd'hui, à la prise de son sobre évidemment, Clément Daté. À 10h51, vous retrouverez comme tous les jours Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui vous donnera très envie de lire aujourd'hui le dernier livre de Didier Héribon consacré à Jean Genet, une morale du minoritaire, paru aux éditions Flammarion. Ivre de vers, nous le sommes depuis lundi et ce n'est pas fini, à l'occasion de notre semaine sur l'ivresse poétique. Après les volutes bleuâtres du hashish de Baudelaire lundi, les vomissures sur la coque du bateau ivre de Rimbaud hier, et avant le dernier verre de bière de Bukowski, ce sera demain, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurence Campa pour évoquer les multiples voix de celui qui fut là du monde ancien et qui boit l'univers entier concentré dans ce vin, Guillaume Apollinaire. Pour vous parler d'Apollinaire, il faut que je parle du Mercure de France. C'est Georges Duhamel qui parle. Il me fut tout de suite évident, en 1912, que j'allais dans l'exercice de mes fonctions au Mercure de France jouir d'une liberté totale. Tant que j'ai tenu la rubrique, j'ai fait ce que j'entendais faire. Je me suis fait là, et joyeusement, des adversaires fidèles. Sur ce, Guillaume Apollinaire fit paraître un recueil, depuis fameux, et dont le titre est « Alcool ». Je ne sais vraiment plus pourquoi, car nous en avions vu bien d'autres. Ce livre soudain m'irrita. Je fis un article mordant, et le pauvre Apollinaire, en fait, s'estima mordu. Je sus, par ses compagnons ordinaires, qu'il se jugeait offensé. J'appris même qu'il songeait à m'envoyer des témoins. Tu es debout devant le zinc d'un bar crapuleux. Tu prends un café à 2 sous parmi les malheureux. Tu es la nuit dans un grand restaurant. Ces femmes ne sont pas méchantes. Elles ont des soucis. Cependant, toutes, même la plus laide, a fait souffrir son amant. Elle est la fille d'un sergent de ville de Jersey. Ses mains que je n'avais pas vues sont dures et gercées. J'ai une pitié immense pour les coutures de son ventre. J'humilie maintenant à une pauvre fille au rire horrible ma bouche. Tu es seul. Le matin va venir. Les laitiers font teinter leurs bidons dans les rues. La nuit s'éloigne ainsi qu'une belle métive. C'est Ferdine la fausse ou Léa l'attentive. Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie que tu bois comme une eau de vie. Tu marches vers Auteuil, tu veux aller chez toi à pied, dormir parmi tes fétiches d'Océanie et de Guinée. Ils sont des Christs d'une autre forme et d'une autre croyance. Ce sont les Christs inférieurs, des obscures espérances. Adieu. Adieu. Soleil, cou coupé. Adieu, adieu, mais d'abord bonjour à vous Laurence Campa. Bonjour Adèle. Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance. Vous êtes biographe et éditrice d'Apollinaire et professeure de littérature française à l'Université de Paris-Ouest Nanterre. Biographe car vous êtes l'auteur d'une très belle biographie consacrée à Apollinaire qu'on trouve aux éditions Gallimard.
Et c'est donc avec vous que nous allons arpenter l'ivresse d'Apollinaire. On vient d'entendre la fin du poème qui ouvre le recueil Alcool, Zone, où on entend cette phrase magnifique, « Ta vie que tu bois comme une eau de vie », qui était le titre initial du recueil Alcool. Cet adieu qui clôt le poème, paradoxalement, est aussi un début pour Apollinaire, le début de sa poésie, l'adieu au monde ancien et le mot de bienvenue pour une nouvelle poésie que sera la sienne. C'est tout à fait lui, en fait. Il s'installe entre le passé et l'avenir, dans un présent qui dure, qui s'éternise, qui est très instable. Zone, c'est un poème de l'instabilité, de l'errance, de la migration qui est en fait aussi une sorte de métaphore de sa propre vie, puisque lui-même est un fils naturel, il ne connaît pas son père, il a beaucoup déménagé, il a beaucoup voyagé en Europe, il s'est beaucoup interrogé sur sa propre identité. Il est né Wilhelm de Kostrowicki, il avait un nom imprononçable, inorthographiable, et puis vers l'âge de 19 ans, il fixe enfin sa véritable identité, son pseudonyme Guillaume Apollinaire. Et donc, Zone, c'est effectivement le dernier poème qu'il a écrit en 1912, au moment où il composait son recueil. Il a décidé que ça serait le poème d'ouverture. Et ça commence par un adieu, ça commence par un adieu, et c'est aussi une aube. Une sorte d'aurore. Et c'est aussi le reflet de ces nuits d'errance dans Paris et de ce Paris plein de cafés où on boit l'apéritif, où on boit toutes sortes de choses, où on retrouve des amis et qui rappelle finalement aussi les tableaux cubistes de ces amis peintres, puisque il y a beaucoup dans les tableaux cubistes de cette époque-là, il y a le motif toujours du guéridon, de la bouteille d'apéritif, du verre. Et là, en fait, Eau de vie qui était, puisque c'est dans le vers qu'on a entendu, était le premier titre jusqu'au dernier moment, jusqu'à la correction des épreuves. Mais c'était un titre qui était finalement un peu symboliste, assez lisible, un peu trop métaphorique. Eau de vie, effectivement, on voit les deux sens sont tout de suite assez clairs. Il y a l'alcool et l'eau de la vie existentielle, donc c'est. Voilà. Et du coup, au dernier moment, il change la chose et il appelle ça alcool. Et ce qui est intéressant, c'est le pluriel, en fait. Ouais. Parce que du coup, c'est la multiplicité, la démultiplication des sens. C'est beaucoup plus moderne. C'est beaucoup plus curieux. Parce que c'est un poète qui aime la curiosité, qui aime les choses rares. Et les alcools sont nombreux, effectivement, dans le recueil, dans ce recueil, dans les différents textes, les différents poèmes. Mais si on reste un instant sur cette phrase, cette double phrase, « Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie que tu bois comme une eau de vie », ce qui frappe ici, alors après avoir, pour ceux des auditeurs qui ont entendu les émissions sur Baudelaire lundi et sur Rimbaud hier, c'est qu'ici, d'emblée, le sens métaphorique, l'image est assumée. C'est comme une eau de vie. On est tout de suite ici comme un parallèle poétique entre l'ivresse et la création poétique. Oui, parallèle et même fusion, télescopage, parce que la poésie, c'est ce qui va distiller le réel, en fait. C'est-à-dire ce qui va l'épurer, le spiritualiser, le transformer, le métamorphoser sans le fixer. Et l'image poétique, en fait, est une sorte de distillation. Donc, il ne s'agit pas de copier le réel, il ne s'agit pas de l'imiter, il ne s'agit pas de le transcrire, de le traduire de manière naturaliste ou réaliste, mais il s'agit au contraire de l'inventer, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois de le trouver et de le créer. Donc, alcool, c'est aussi un éloge de la création. Et l'ivresse, c'est une métaphore de la création absolue, du créateur qui se retrouve, comme dit Apollinaire lui-même, à l'égal des dieux, c'est-à-dire qui est capable d'inventer, d'ajouter au réel. Et ça, on le retrouve dans tous les textes d'Apollinaire aussi, à la fois ce goût de la création, mais aussi ce goût de l'inventivité. Vous disiez qu'il aimait, comme s'il aimait plusieurs vies à la fois, cette espèce les témoignages de l'époque, ainsi sur son émerveillement. Il y a ce goût pour recréer quelque chose qui est là et en même temps qui n'est jamais assez. Donc il y a une dimension quasiment ludique à la création chez Apollinaire.
Une dimension ludique et puis l'envie de ne jamais finalement rester sur ses acquis, de toujours réinventer ses moyens à chaque fois. Breton le dira lui-même bien plus tard. Et il faut penser aussi que l'un de ses premiers livres publiés, sous son nom en tout cas, le premier, c'est L'Enchanteur pourrissant, 1909. Et l'idée, c'est justement de pouvoir enchanter le réel. C'est-à-dire à la fois le chanter, et puis d'en trouver, d'en exprimer, d'en réaliser, d'en créer tout l'émerveillement. Mais un émerveillement qui est un émerveillement qui n'est pas celui un peu niais des contes de fées. C'est une merveille au sens médiéval du terme, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui frappe, qui étonne, comme si on était frappé du tonnerre, qui frappe l'imagination, qui frappe les sens, et qui peut être aussi bien heureux que douloureux. Il y a toujours les deux, il y a toujours cette ambivalence, exactement comme Zone est à la fois un poème d'adieu et un poème de renaissance. Apollinaire s'était donné pour devise « J'émerveille ». Aujourd'hui encore, il me paraît certain que cette devise eût été un écueil pour tout autre, que nul autre n'eût été en mesure de justifier une telle prétention. Une telle gageure, il fallait être quelqu'un d'unique pour la tenir. Et pourtant, quand j'avais 20 ans, Apollinaire n'avait qu'à se faire entendre pour me transporter dans le monde des merveilles, en ces très mystérieux confins de la légende et de l'histoire où il avait pied. La plus grande merveille encore, et à beaucoup de près, c'est que son pouvoir d'exaltation, bien loin de se cantonner dans un passé reculé ou aboli, s'exerçait avec la même plénitude dans le présent et tendait de toutes ses forces à anticiper sur l'avenir. Il y a quelque chose d'à jamais bouleversant dans ce besoin de cueillir l'émotion que la vie dispense à chaque minute, mais qui fuit l'homme comme l'eau à laquelle l'enfant fait une coquille de ses mains. Qui ne se souvient de ces accents d'Apollinaire? Nous n'aimons pas assez la joie de voir les belles choses neuves. Oh mon ami, hâte-toi, crains qu'un jour un train ne t'émeuve plus, regarde-le vite pour toi. L'émotion est ici quêtée à sa source même. L'incantation poétique qu'Apollinaire a portée si loin trouve sa parfaite contrepartie dans cette volonté de décantation. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Il y a des matinées magiques comme celle-ci, Laurence Campa, où on écoute tour à tour la voix d'André Breton, puis celle d'Apollinaire. André Breton, c'était en 1956, qui insistait sur l'émerveillement que lui procure Apollinaire, et puis Apollinaire lui-même lisant Le Pont Mirabeau, ce qui est assez émouvant. Je rebondis sur ce que disait Breton, puisqu'il reprend à sa façon ce que vous disiez, Laurence Campa, sur cette faculté d'émerveillement. Tout se passe comme si chez Apollinaire, c'était l'émerveillement pour le présent qu'il faisait créer. Apollinaire lui dit lui-même, la seule chose qui le rend vraiment mélancolique, c'est le temps qui passe. C'est de voir que ce présent ne sera plus. Et toutes les occasions sont bonnes pour saisir les émotions dans le présent, disait André Breton. C'est exactement ça, finalement, chez Apollinaire, y compris dans son rapport à l'ivresse. L'ivresse est comme une manière de décupler son attention au présent. Oui, je crois que Breton dit tout en peu de mots, comme il sait le faire avec son sens de la formule. Il parle de pouvoir d'exaltation, d'incantation et de décantation.
Donc on est bien aussi dans la distillation, si on file la métaphore. Et on entend très bien justement dans la voix d'Apollinaire, dont on peut dire que c'est une diction un peu passéiste, un petit peu surannée, mais on sent bien cette litanie, cette mélopée et cette incantation. Il le dit à la manière peut-être, sinon d'une prière, du moins d'une sorte de formule magique qui est là pour enchanter la peine, pour la transformer, pour l'amoindrir et puis pour en faire jaillir un chant poétique. Donc l'ivresse, ce n'est pas simplement une ivresse concrète, liée à l'absorption des alcools, de l'opium, qu'Apollinaire a pratiqué, sinon régulièrement, du moins assez souvent. Mais c'est aussi un état de réceptivité absolue. Et une sorte de mobilisation, si vous me permettez ce mot qui est un petit peu vilain, de toutes les capacités sensorielles, de toute la possibilité de sentir, et surtout aussi, chez le lecteur, de créer les mêmes sensations, le même sentiment d'émerveillement. Donc, il ne s'agit pas simplement d'enchanter la peine au sens de la rendre plus belle, mais il s'agit simplement de la faire chanter, y compris dans ce qu'elle peut avoir de sombre et de douloureux. Il est un poème qui associe à merveille l'ivresse et le chant et qui crée chez le lecteur cette sensation particulière qui peut-être reproduit celle de l'ivresse grâce au vers final. Il s'agit de Nuit rhénane. Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Écoutez la chanson lente d'un batelier qui raconte avoir vu sous la lune 7 femmes tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds. Debout, chantez plus haut en dansant une ronde, que je n'entende plus le chant du batelier, et mettez près de moi toutes les filles blondes au regard immobile, aux nattes repliées. Le Rhin est ivre où les vignes se mirent, tout l'or des nuits tombe en tremblant s'y refléter. La voix chante toujours à en râle mourir ces fées aux cheveux verts qui incantent l'été. Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. Quelle image, Laurence Campas, ce dernier vers, justement, mon verre s'est brisé comme un éclat de rire, qui reprend ce que vous disiez en début d'émission sur le changement, la révolution, je ne sais pas quel terme employer, l'évolution en tout cas poétique, que va amorcer Apollinaire lui-même dans son écriture. Ce qui est très troublant, c'est cette ambivalence. Mon vers s'est brisé comme un éclat de rire, c'est vraiment tout Apollinaire est là. C'est pour ça que j'insistais un petit peu en disant que l'émerveillement poétique, l'enchantement, c'était pas simplement le désir, car il s'agit bien de désir, le désir de magnifier les choses, mais au contraire de leur rendre toute leur profondeur, toute leur ambiguïté, toute leur ambivalence. Et c'est aussi renouveler les images. Quand Apollinaire écrit ce poème, il est en Rhénanie, il est encore tout jeune, en 1901-1902. Il est nourri par les Volkslieder et toutes les légendes rhénanes, mais en même temps, c'est un jeune homme de son temps. Et il n'est pas là pour reproduire une inspiration romantique qui a déjà existé, de même que l'ivresse poétique pour lui n'est pas simplement l'ivresse traditionnelle antique, mais il va renouveler cette inspiration par des images extrêmement modernes. Et on l'entend très bien dans Nuit rhénane, il y a une syntaxe étrange, il y a une sorte de collage, de télescopage dans les images, et surtout l'idée de la surprise.
Se mettre en état d'ivresse poétique, c'est aussi être réceptif à une forme de surprise, de surgissement, et ne pas être dans les formules attendues. Donc des images neuves qui sont neuves parce que elles sont inouïes, elles sont, comme il le dirait lui-même, jamais vues, mais elles rappellent toujours, et c'est ça aussi qui nous plaît dans Apollinaire, il y a une forme de familiarité et en même temps une forme d'étrangeté. Et tout est concentré dans ce vers. Est-ce que c'est ça qui aurait tant déplu à l'époque? On a entendu en ouverture d'émission la voix de Georges Duhamel qui disait avoir été irrité par ce recueil Alcool et d'en avoir fait un article mordant où Apollinaire s'était senti du coup mordu. Est-ce que c'est ce décalage de ton qui était mal reçu à ce moment-là? Par Duhamel, pas particulièrement. Alors, c'est assez amusant parce que le vieux Duhamel dit ne plus se souvenir pourquoi. Il avait été aussi irrité. En toute bonne foi, oui. En toute bonne foi, oui, on peut dire ça comme ça. En fait, oui, il est certainement assez sincère. Non, mais il se trouve qu'en fait, Duhamel a eu une formule qui est à la fois heureuse et malheureuse à propos d'Alcool. Il a dit que c'était une boutique de brocanteurs. Et ça a collé à la peau et d'Apollinaire et de Duhamel. Boutique de brocanteurs, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est hétéroclite. C'est hétéroclite et c'est aussi de l'emprunt. Or, en fait, ce que n'aimait pas du tout Duhamel, c'était la poésie livresque. Apollinaire, lui, se pique d'érudition, il a beaucoup lu. Une partie de son imaginaire vient de ses livres, vient de ce qu'il a lu depuis sa jeunesse, de toutes les lectures très très hétéroclites justement qu'il a pu faire, que ce soit des almanachs, des livres de cuisine, des livres érotiques du second rayon, de la poésie du XVIe siècle, des listes de vocabulaire, de mots rares, etc. Et en fait, boutique de brocanteurs, ça voulait dire dans l'esprit de Duhamel que finalement rien n'appartenait en propre à Apollinaire, qu'il était allé pêcher un petit peu partout. Et à l'époque, en 1913, quand Duhamel a cette formule, lui aspire justement à une poésie qui serait immédiate, qui serait simple, qui serait dépouillée de toute culture, qui serait dépouillée de tout savoir livresque. Davantage du côté des surréalistes alors absolument, et c'est là que je voulais en venir, c'est que la boutique de brocanteurs, c'est déjà d'une certaine manière le mur de Breton de la rue Fontaine, c'est-à-dire au contraire un assemblage qui se fait par association, par correspondance, par métaphore, et qui rassemble dans une unité qui est totalement personnelle, et ça Breton le disait très bien tout à l'heure, totalement unique, un certain nombre de matériaux. Des matériaux qui sont pris aussi bien dans les livres que dans la vie, que dans les sensations, que dans l'expérience, et qui forment un assemblage, qui forment une unité absolument singulière et particulière, et qui fait que quand on entend ou quand on lit Apollinaire, on le reconnaît entre tous, à l'aveugle en quelque sorte. Ce reproche de dire d'Apollinaire que rien n'est de lui dans ce recueil, qu'il a pris des choses qui existaient déjà avant lui, paraît difficilement recevable, puisqu'Apollinaire, peut-être plus que les poètes contemporains, au moment où il écrit, est extrêmement attentif aux contemporains, précisément dès le premier poème. Des zones, on y voit des descriptions qui sont extrêmement ancrées dans le contemporain. Donc parce que son ivresse, justement, c'est pas son inspiration n'est pas simplement une ivresse, comme je le disais tout à l'heure, au sens antique du terme où on est inspiré des dieux, mais elle est aussi une recherche de simultanéité. Et ça, c'est totalement moderne. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement de la perception à cette époque-là, dû à la vitesse, à la radiographie, à la télégraphie sans fil, au cubisme aussi, qui montre tous les aspects d'un même objet sous différents angles. Donc on a simultanément dans un tableau cubiste, sous les yeux, l'objet vu dans toutes ses dimensions, plus une autre qu'à l'époque on appelait la 4e dimension, qui est la dimension du temps et de l'imagination. Dans le dernier poème d'Alcool, qui s'appelle Vendémiaire, on y trouve ici, à la fin du poème que l'on va entendre, Paris, cette fois-ci, qui est métamorphosé en foyer d'une ivresse qui s'agrandit jusqu'à ne plus pouvoir se satisfaire que de boire l'univers entier, nous dit Apollinaire. Écoutez.
Les villes répondaient maintenant par centaines. Je ne distinguais plus leurs paroles lointaines, et trêve la ville ancienne, à leur voix mêlait la sienne. L'univers tout entier concentré dans ce vin qui contenait les mers, les animaux, les plantes, les cités, les destins et les astres qui chantent, les hommes à genoux sur la rive du ciel et le docile fer, notre bon compagnon, le feu qu'il faut aimer comme on s'aime soi-même, tous les fiers trépassés qui sont un sous mon front, l'éclair qui luit ainsi qu'une pensée naissante, tous les noms 6 par 6, les nombres 1 à 1, des kilos de papier tordus comme des flammes, et ceux-là qui sauront blanchir nos ossements, les bons vers immortels qui s'ennuient patiemment. Des armées rangées en bataille, des forêts de crucifix, et mes demeures lacustres au bord des yeux de celle que j'aime tant. Les fleurs qui s'écrient hors de bouche, et tout ce que je ne sais pas dire, tout ce que je ne connaîtrai jamais, tout cela changé en ce vin pur dont Paris avait soif, me fut alors présenté. Action, belle journée, sommeil terrible, végétation, accouplement, musiques éternelles, mouvement, adoration, douleur divine, monde qui vous rassemblait, qui nous ressemblait. Je vous ai bu, et ne fus pas désaltéré. Mais je connus dès lors quelle saveur à l'univers. Je suis ivre d'avoir bu tout l'univers sur le quai d'où je voyais l'onde couler et dormir les bélandres. Écoutez-moi, je suis le gosier de Paris, et je boirai encore s'il me plaît l'univers. Écoutez mes chants d'universelle ivrognerie, et la nuit de septembre s'achevait lentement, les feux rouges des ponts s'éteignaient dans la Seine, les étoiles mouraient, le jour naissait à peine. Take the highway to the end of the night, end of the night, end of the night. Take a journey to the bright midnight, end of the night, end of the night. Realms of Oui, c'est la fin de la nuit, nous chantent les Doors et les cris apollinaires. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h28, il est l'heure de se réveiller. C'est le 3e temps de notre série d'émissions consacrée à l'ivresse poétique. Et pour l'occasion, c'est donc d'Apollinaire que nous parlons aujourd'hui, en compagnie de sa biographe et éditrice Laurence Campa, qui est également professeure de littérature française à l'Université de Paris-Ouest Nanterre et qui est l'auteur de la biographie d'Apollinaire qu'on trouve aux éditions Gallimard. end of the night, end of the night, end of the
dans Vendémiaire, qui clôt le recueil Alcool, donc, la fusion finale s'opère, Laurence Campas, celle entre le poète, la figure du poète, voire le narrateur, et le gosier de Paris. Il y a une véritable dissolution, hein, dans tous les sens du terme aussi. Dissolution du jeu lyrique, du poète, qui vient à la fois de cette espèce d'exaltation, d'ivresse poétique, et aussi de quelque chose de tout à fait moderne, qui est le don d'ubiquité. C'est la possibilité d'être partout en même temps, au même moment, dans une sorte de présent qui s'éternise. Et on retrouve en fait une sorte de tradition de la Ède antique, inspirée des dieux ou du devin, parce qu'Apollinaire aimait volontiers à prophétiser, et une de ses figures imaginaires les plus chères, c'est non seulement Orphée, dont on reparlera sans doute, mais aussi Tirésias. Tirésias, la Ède, le poète antique, c'est celui qui peut à tout présent à l'esprit en même temps, le passé, l'avenir et le présent. Non pas sous une forme chronologique, sous la forme d'une continuité, mais bien sous une forme de simultanéité. Donc Apollinaire retrouve ça, mais dans une inspiration et dans une intuition qui est totalement moderne, puisqu'il est dans Paris, ville moderne, ville phare, là où convergent les artistes de toute l'Europe. Et il se retrouve au centre, justement, de ce creuset, on peut dire. Il y a quelque chose de magique dans son inspiration. Et donc, il y a une forme de dépossession de soi-même, avec un contrôle quand même toujours, hein. On n'est pas dans l'exaltation, dans le dérèglement de tous les sens rabaldiens. On n'est pas non plus dans l'écriture automatique telle que la pratiqueront plus tard les surréalistes. Non, mais Apollinaire est justement à la lisière entre cette espèce de lâcher prise, de lâcher tout, dirait Breton, et puis cette espèce de contrôle quand même. C'est pour ça que la fin du poème est à la fois une sorte d'état de réceptivité intense, mais aussi d'absorption de l'univers. Il dit, je suis ivre d'avoir bu tout l'univers. C'est ça qui est fou quand même, je suis ivre d'avoir bu tout l'univers. Écoutez-moi, je suis le gosier de Paris et je boirai encore, s'il me plaît, l'univers. Écoutez mes chants d'universelle ivrognerie. Il insiste sur cette ivresse, sur cet enivrement que lui procure Paris. Il y a quelque chose qui dans l'ivresse d'Apollinaire et sans doute dans toute ivresse poétique est très très frappant, c'est l'excès. Il cherche aussi l'excès, il cherche aussi à dépasser les limites. Il cherche une forme d'infini, mais qui ne serait pas un infini d'ordre métaphysique, avec des arrière-mondes, une transcendance qui gouvernerait les choses, mais plutôt l'infini du pouvoir de la parole. Quand Breton dira plus tard qu'Apollinaire était le dernier poète, il voulait dire cela aussi. C'est-à-dire que cette croyance qu'Apollinaire avait et que les poètes n'auront plus tant après lui et après la Grande Guerre surtout, pour des raisons qu'on imagine et qu'on connaît assez bien, cette croyance et cette foi, on pourrait dire, en ses facultés poétiques, en le pouvoir absolu de la parole poétique. La poésie capable, justement, d'exprimer tout l'univers. Et dans les poèmes qu'on a entendus où il est question d'ivresse, sont souvent présents des femmes, ou au moins une dimension, disons, amoureuse, puisqu'en l'occurrence, il s'agit de Paris, mais lorsqu'il dit qu'au bord des yeux de celle que j'aime tant, on se demande s'il fait référence à une femme ou à Paris elle-même. En tout cas, l'amour n'est jamais loin, sans être le sujet principal. C'est-à-dire que pour lui, l'ivresse n'est pas simplement celle de l'excès des sentiments, précisément, d'une sentimentalité exacerbée. Elle est vraiment, pour le coup, là, soit physique réelle, soit poétique, mais elle n'est pas forcément liée à un sentiment amoureux exalté. En fait, le chant amoureux d'Apollinaire ne s'éveille, ne se déploie jamais si bien que quand l'amour est terminé. Voilà. Donc ce n'est pas un poète sentimental au sens ordinaire du terme. Après, il y a une deuxième dimension qui est sous-jacente dans Alcool, mais qui se retrouve beaucoup plus nettement, par exemple, dans les poèmes Zalous, c'est toute la dimension érotique. Donc l'ivresse d'essence. L'ivresse d'essence avec cette dimension toujours souffrante et sombre. Ce n'est pas pour rien qu'Apollinaire était un
un grand lecteur de Sade et un passeur de Sade. Et c'est peut-être ce qui faisait la différence justement dans son esprit entre Baudelaire et Sade, puisque vous avez parlé de Baudelaire il y a quelque temps. Curieusement, il n'aimait pas Baudelaire parce qu'il le trouvait mortifère, un peu d'une certaine manière décadent. Enfin, il y a d'autres raisons qui expliquent aussi sa prise de position. Et il lui préférait Sade. Il lui préférait Sade parce que chez Sade, il y a justement cette dimension d'excès, d'infini, mais de capacité de création outrancière qui repousse toujours les limites. On ne sait jamais, quand on lit Sade, on ne sait jamais où il va s'arrêter, on ne sait jamais où son imagination peut le conduire. Et il y a chez Apollinaire une ivresse de l'excès. C'est-à-dire que dans sa vie, on va dire dans sa vie personnelle, il n'était pas spécialement excessif. C'était pas quelqu'un qui passait, par exemple, toujours les limites. Mais il cherche dans l'imagination et dans l'écriture et dans le lyrisme, ainsi qu'il l'appelle lui-même, il cherche justement à toujours aller plus loin. Il cherche l'excès, il cherche ce qui va opérer une sorte de fulgurance. Mais il est toujours tiraillé aussi par le regard en arrière, la mélancolie, l'élégie. Et son inspiration amoureuse est exactement aussi, de même qu'il oscille entre tradition et invention, entre passé, avenir et présent. Son inspiration amoureuse est aussi toujours entre le regret, le remords, la tristesse, l'amour perdu, qu'on a entendu dans le Pont Mirabeau, et puis la recherche de la fulgurance, de l'excès, de l'exaltation du désir, de l'exaltation des sens aussi dans l'érotisme. Cette exaltation des sens, si elle peut être déçue en amour, elle est parfois comblée en amitié, et c'est le cas de l'amitié entre Guillaume Apollinaire et son ami que nous allons entendre à présent, André Salmon, c'est en 1955. Apollinaire, qu'on vous représente aujourd'hui assez volontiers, avec l'allure d'un impérator, avec une mâchoire forte, était un homme maigre, avec une moustache rousse et les cheveux en brosse, fumant une petite pipe très vilaine, car il a toujours eu le goût des pipes affreuses, pour lesquelles il avait beaucoup d'amour. Nous avons d'abord, comme nous étions très jeunes, il avait 1 an de plus que moi, c'était peu. Je crois que nous avons traîné toute la nuit. Nous sommes assez mal conduits, comme des jeunes gens de cet âge-là peuvent se mal conduire, ce qui est raisonnable et louable, j'ose le dire, à mon grand âge. Et nous n'avons parlé que de littérature. Nous nous sommes rencontrés dans un caveau maudit au temps de notre jeunesse, fumant tous deux et mal vêtus, attendant l'aube. Épris des mêmes paroles dont il faudra changer le sens. Trompé, pauvre petit, et ne sachant pas encore rire. La table et les 2 verres devinrent un mourant qui nous jeta le dernier regard d'Orphée. Les verres tombèrent, se brisèrent, et nous apprîmes à rire. Nous partîmes alors, pèlerins de la perdition, à travers les rues, à travers les contrées, à travers la raison. Je le revis au bord du fleuve sur lequel flottait Ophélie, qui, blanche, flotte encore entre les nénuphars. Il s'en allait, au milieu des hamlets blafards, sur la flûte jouant les airs de la folie. Je le revis près d'un moujik mourant conter les béatitudes, en admirant la neige semblable aux femmes nues. Je le revis faisant ceci ou cela, en l'honneur des mêmes paroles qui changent la face des enfants. Et je dis toutes ces choses, souvenirs et avenirs, parce que mon ami André Salmon se marie. Réjouissons-nous, non parce que notre amitié a été le fleuve qui nous a fertilisés, terrain riverain dont l'abondance est la nourriture que tous espèrent, ni parce que nos vers nous jettent encore une fois le regard d'Orphée mourant, ni parce que nous avons tant grandi que beaucoup pourraient confondre nos yeux et les étoiles, ni parce que les drapeaux claquent aux fenêtres des citoyens qui sont contents depuis 100 ans d'avoir la vie et de menues choses à défendre, ni parce que, fondés en poésie, nous avons des droits sur les paroles qui forment et défont l'univers.
ni parce que nous pouvons pleurer sans ridicule et que nous savons rire, ni parce que nous fumons et buvons comme autrefois. Réjouissons-nous parce que, directeur du feu et des poètes, l'amour, qui emplit ainsi que la lumière tout le solide espace entre les étoiles et les planètes, l'amour veut qu'aujourd'hui mon ami André Salmon se marie. C'est bien l'amour que Apollinaire invoque lorsqu'il prononce ce discours au mariage de son ami André Salmon et pas simplement l'amitié. Alors il est intéressant, puisqu'on a écouté Nuit Rhénane avant et d'autres textes, de voir les échos qui se tissent entre chacun de ces poèmes, notamment ici « Les vers tombèrent, se brisèrent et nous apprîmes à rire ». Difficile de ne pas y entendre un clin d'œil à « Mon verre se brisa comme un éclat de rire » des Nuit Rhénane, Laurence Campan. Oui, c'est comme qui dirait une sorte de métaphore obsédante qui revient. Ce qui est très très frappant en fait dans ce qu'on vient d'entendre, c'est c'est aussi, et c'est une dimension qu'il faut ajouter, l'amour et la poésie sont une même chose pour Apollinaire, parce que pour lui, il reprend en fait l'origine étymologique de poésie, poienne, créer. Donc aimer et créer, c'est une même chose. Donc parce que la poésie, c'est un principe fécond, un principe fertile, fertilisant. Donc que l'amour puisse présider à la poésie, ça ne veut pas dire qu'il faut être heureux en amour, ou qu'il faut être amoureux pour précisément, j'entends, pour écrire, mais il faut être dans un état amoureux, un état d'accueil. Et une fois de plus de réceptivité. Ce qui revient aussi beaucoup et qu'on entend depuis tout à l'heure, c'est l'image du feu, extrêmement présente. La flamme, le feu, avec toujours cette ambivalence de cette flamme qui réchauffe, qui apporte une lumière, qui est une sorte de torche, et en même temps qui brûle. Et la plupart des poèmes d'alcool, et dans le titre même, alcool, il y a cette flamme. Donc l'ivresse, c'est aussi une flamme. Et on a entendu aussi justement cette exaltation du pouvoir poétique. Nous avons des droits sur les paroles qui forment et défont l'univers. Ils se sont rencontrés en fait en 1903, donc Salmon. Le vieux Salmon le rappelle, dans une cave du quartier latin, où ils buvaient beaucoup aussi à cette époque-là. Ils étaient toujours un petit peu enivrés, finalement. Mais comme on peut l'être à cet âge-là, quand on va jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de ses sensations, on fait des expériences pour essayer de voir justement jusqu'où on peut aller. Et c'est à cette occasion-là, dans cette même cave, qu'il rencontre aussi Alfred Jarry, grand buveur devant l'Éternel. Et c'est là que se noue finalement une légende. Parce que cette ivresse, cette amitié, l'amour, l'exaltation du pouvoir poétique, c'est aussi la création, c'est aussi l'invention d'une légende. C'est-à-dire que tout de suite, par la poésie, par ce qu'ils ont écrit, ils se sont inventés eux-mêmes. C'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure à l'invention du pseudonyme. Ils se sont inventés eux-mêmes et ils ont inventé leur propre histoire. C'est-à-dire qu'en la vivant, ils l'ont racontée. C'est-à-dire qu'elle est devenue tout de suite poésie, elle est devenue tout de suite matière à poésie, non pas simplement pour le plaisir d'en faire de la littérature. C'est pas de la littérature. Pour Apollinaire, justement, vivre en poésie, c'est gommer les frontières entre la vie et la création. Et c'est ça qu'il admirait beaucoup chez Jarry. C'est que la vie et la poésie, l'écriture, c'était la même chose. Il n'y avait pas de différence. Et la légende, telle qu'il la conçoit elle-même et telle qu'il l'a construit au fur et à mesure, on le voit très bien aussi avec le douanier Rousseau, le personnage de Jarry, le personnage d'Orphée, c'est vivre exactement, non seulement comme on l'entend, mais aussi comme on l'écrit. Orphée, précisément, le terme revient aussi dans ce poème lu au mariage d'André Salmon, Orphée qui jette un dernier regard derrière lui, comme un fantôme cette fois-ci, non ? C'est une obsession qui paraît plus redoutable que le verre qui se brise. La figure d'Orphée est très importante pour lui, surtout vers 1909, 1910, 1911. Avant Alcool, Apollinaire en 1911 publie Le bestiaire au cortège d'Orphée.
Orphée, c'est celui qui charme par son chant les animaux, ça va encore, mais aussi les pierres, les plantes, qui est capable d'animer, de donner une anima, une âme, par son pouvoir poétique, à tout ce qui est censé être inanimé, ou qui l'est moins, en tout cas. Et donc, le personnage d'Orphée, c'est aussi c'est une sorte de figure tutélaire pour lui. Et puis, évidemment, il y a Eurydice 2 fois perdue. C'est cela, voilà. C'est pour ça que le dernier regard d'Orphée qui jette derrière, il y a toute l'ambivalence de cette mélancolie dont vous parliez. Voilà, la mélancolie n'est jamais très loin, le regret, la conscience du tragique, de la difficulté, de l'existence. Et au fond, son désir, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur cette tristesse fondamentale, sur cette obscurité, sur la mort, sur la souffrance, pour en faire une nourriture poétique, un matériau poétique. Et Orphée, c'est celui qui chante. C'est celui qui souffre, c'est celui qui est à la fin déchiré par les femmes thraces. Donc c'est la cruauté des femmes. Hein. Et Apollinaire s'est toujours présenté, même si c'est aussi une construction et qu'on pourrait confronter sa vie réelle à la façon dont il s'est senti. C'est quand même le mal-aimé. C'est l'auteur de la chanson du mal-aimé. Et c'est donc l'homme qui souffre par les femmes. Ce sont les femmes qui sont toujours cruelles et qui mentent, qui le déchirent et qui en même temps est capable de dire cela. Cette entreprise de construction de lui-même dans et par la poésie, on la trouve de manière emblématique dans ce lyrisme que vous avez évoqué rapidement tout à l'heure. Il y a quand même une forme d'audace au moment où il écrit à assumer autant ce lyrisme alors qu'il est mis à mal par ses contemporains et par tout un courant poétique qui l'entoure. Et finalement, est-ce que son ivresse ultime et suprême n'est pas celle de s'enivrer de lyrisme justement et donc de construction de soi dans la poésie? Il est certain qu'il y a une sorte d'auto-engendrement, mais c'est aussi un fantasme, c'est le fantasme de tout créateur, d'être à la fois homme et femme, de pouvoir se compter sur ses propres forces et de s'auto-engendrer. C'est aussi pour ça que l'image du phénix et du brasier et du feu est très importante pour lui. Il s'exalte de sa propre parole. Parfois, d'ailleurs, on lui a un petit peu reproché, Breton lui a reproché sur le tard, quitte à finalement se laisser un petit peu abuser, se retrouver dans un monde de fantasmes et d'illusions qui perd pied avec les conditions réelles de l'existence, avec une forme de violence de l'existence. Je pense par exemple à certains poèmes qu'il a écrits pendant la guerre, quand il était sur le front. Donc il y a un enivrement de sa propre parole. Mais c'est aussi ça qui fait la force, évidemment, de cette poésie qui nous enivre aussi, au fond. Qui nous enivre aussi, et à chaque fois de façon différente. C'est ça qui est toujours très, très, très fascinant et très, très troublant et très séduisant, on peut dire aussi chez lui, avec l'ambivalence du mot séduire. C'est que à chaque fois qu'on le lit, même si on le connaît très bien, même si on le lit depuis très longtemps, comme je peux le faire, on retrouve toujours aussi cette espèce de vertige. Enivrons-nous jusqu'au bout de la poésie au chant, les saltimbanques interprétées par Yves Montand. Dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des jardins. Devant lui, des auberges grises par les villages sans église. Et les enfants s'en vont devant, les autres suivent en rêvant. Chaque arbre fruitier se résigne quand de très loin ils lui font signe. Ils ont
des poirons au carré, des tambours, des cerceaux dorés. L'ours et le singe, animaux sages, quêtent des sous sur leur passage. Dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des jardins. Devant lui, des auberges grises par les villages sans église. Et les enfants s'en vont devant, les autres suivent en rêvant. Merci beaucoup Laurence Campal d'être venue nous parler d'Apollinaire aujourd'hui. Merci Adèle. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie consacrée à Guillaume Apollinaire qu'on trouve aux éditions Gallimard. Et puis aussi, je l'annonce, alors ça concerne l'année prochaine, mais vous faites partie du conseil scientifique d'une exposition sur Apollinaire qui se tiendra à l'Orangerie en 2016. On y trouvera des peintures aussi, n'est-ce pas? Apollinaire et la peinture, c'est ça? Et voilà. Les peintres. Et les peintres. Rendez-vous donc en 2016. En attendant, vous pouvez lire, chers auditeurs, Alcool de Guillaume Apollinaire qu'on trouve en Garnier, Flammarion, et aussi de Laurence Campal, des éditions avec Peter Reed, notamment Correspondance avec les artistes, 1903-1918. Je pense à toi, mon loup, lettres et poèmes d'Apollinaire à Louche et Textuel, et aussi un album sans Rars dans la collection de la Pléiade en 2013. Vous savez tout. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie qui vient vous parler d'un livre qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. On quitte un peu la poésie, mais pas vraiment d'ailleurs. Non, pas vraiment. On va s'intéresser à Jean Genet, une morale du minoritaire, variation sur un thème de Jean Genet. C'est un ouvrage de Didier Héribon qui est paru aux éditions Flammarion. Dans un ouvrage tout récemment paru au PUF, Théorie de la littérature, système du genre et verdict sexuel, le philosophe Didier Héribon explorait Proust au prisme de l'homosexualité. Il voyait dans ses personnages des identités de papier pourtant douées du pouvoir de remettre en cause les verdicts sexuels qui les assignaient à des places. Eh bien, c'est aussi ce qu'on retrouve dans cet ouvrage, l'exploration d'une œuvre littéraire, celle de Jean Genet donc, qui déploie des stratégies de remise en cause d'un ordre social profondément inégalitaire en prenant place dans le monde parfois solidaire des condamnés, des parias, en le chantant même. C'est donc ce qu'on retrouve, ou plutôt c'est ce qu'on pouvait déjà y trouver, car cet ouvrage, Une morale du minoritaire, est publié à nouveau chez Flammarion aujourd'hui, mais il est d'abord paru en 2001. Et en le lisant, on a en fait l'impression de déceler tous les thèmes qui vont distinguer ensuite la pensée d'Héribon. Critique de la psychanalyse qui enferme les sujets dans une grille de lecture conservatrice plutôt que de la libérer des normes, des consciences, comme l'espérait Genet d'ailleurs. Importance accordée au texte littéraire qui donne la voix à ceux qui ne l'ont pas, Genet donc, mais aussi Proust, Green ou encore Jouhandeau, et du coup, analyse détaillée d'extraits où les mots ont un pouvoir, celui d'inscrire un individu dans une réalité, comme les injures, comme tapette ou pédé par exemple, beaucoup commenté par Didier Héribon, qui découpe des réalités objectives dans le monde social et sexuel. Le pouvoir des mots, c'est peut-être cela, le tressaillant de l'argumentation d'Héribon, le fait de se poser sur un auteur, de décortiquer plusieurs de ses œuvres, comme ici celle de Jean Genet, révèle comment une subjectivité peut se construire au contact de l'injure et de la honte qu'elle ressent. Mais elle montre aussi comment les mots, le récit sont le moyen de réagir et le lieu de l'orgueil, pour décoloniser les esprits, pour les décoloniser des normes qui ne sont aussi que des mots. Merci Géraldine, rappelez-nous le titre du livre de Didier Héribon. Une morale du minoritaire, variation sur un thème de Jean Genet, et c'est donc reparu aux éditions Flammarion. C'est noté, merci Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine, suite et fin d'ailleurs, de cette semaine consacrée à l'ivresse poétique. Après Baudelaire, Rimbaud et Apollinaire, nous ferons un bond en avant et nous traverserons l'Atlantique du côté des États-Unis pour parler de Bukowski. Charles Bukowski, ce sera en présence et en compagnie de Brice Mathieuson, son traducteur notamment. D'ici là, pour réécouter cette émission et celle de cette semaine, rendez-vous sur le site de France Culture, la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et puis surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter où les Nouveaux Chemins vous donnent rendez-vous, mettent en ligne quotidiennement l'émission du jour et attend vos commentaires et remarques.